Bonsoir, Joséphine euh, Colombert. Merci de venir nous parler d'une région dont on parle très peu. Il s'agit de la Moldavie roumaine. Tu es toi-même né à Monești, la ville dont il est question dans le livre, puis tu as vécu à Bucarest. Tu es certes ingénieur, professeur dans l'enseignement supérieur, mais tu as d'autres intérêts et tu as aussi des talents de traductrice. Et grâce à toi, nous pouvons lire le livre Une légende vivante, Monești de Solomon Shapira, qui est né dans cette ville en 1913 et décédé en Israël en 1994. J'ai marqué dans le chat et ça apparaîtra dans l'enregistrement qui sera sur la chaîne YouTube du CGJ, le lien pour aller sur notre site. Adhérez, venez voir ce qu'on fait. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. C'est à toi, Joséphine. Merci beaucoup, Claire. Donc, en fait, on ne se connaissait pas du tout avant ce livre, en fait. Donc, une fois que j'ai fini la traduction et je reviens par la suite comment ça s'est passé, et j'ai essayé de diffuser un peu sur Facebook, très peu sur LinkedIn. Donc, de faire connaître un peu, parce qu'en réalité, même moi, je ne connaissais pas ce qui était marqué dans ce livre, en fait. Donc là, juste à titre d'information, ce qui est sur la première slide ici, ce que vous pouvez voir. Bon, là, c'est la couverture du livre qu'on trouve que sur Amazon. Je vous explique pourquoi j'ai pris ce choix donc, pour auto-éditer en Amazon. Donc, en fait, ce qu'on a en bas à droite, c'est une vieille photo de Moïnești. En fait, c'est la rue principale, si vous voulez. C'est comme en France aussi. Donc, l'architecture des villes, il y avait une rue principale avec des commerces. Bon, après, il y avait des petites ruelles par derrière. Donc, en fait, bien entendu, qu'on a beaucoup de vieilles photos, même au niveau de la ville. En fait, il y a une sorte de musée avec ce type de photos. Et ensuite, à gauche, donc, en fait, bon, c'est en roumain. Donc, en réalité, c'est marqué comme ça. C'est le Congrès mondial juif, la section de la Roumanie, la population juive en chiffres. Donc, il y a quelques statistiques. Donc, c'est un document de 1945. C'est juste pour faire joli, en fait, c'est tout. Donc, bon, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc là, c'est à titre d'information, c'est ce même livre, et après je reviens là-dessus. Aujourd'hui, on le trouve en trois langues, parce qu'en réalité, je l'ai réécrit en roumain. Après, je l'ai fait en français et en anglais. Bon, avec de l'aide, donc plutôt en anglais. Donc, j'ai eu de l'aide pour déjà traduire et ensuite pour relire, parce que chaque fois, j'ai donné chaque livre, voilà, donc à deux personnes pour relecture, mais des personnes originaires de la langue en question, y compris en roumain, parce que moi, c'est depuis plus de 30 ans que je suis à Paris, je perds aussi, donc je donnais chaque fois en fait, des chapitres de la version roumaine à des Roumains qui sont en Roumanie. Voilà. Donc, c'est qui Solomon Shapira? Donc, moi, encore une fois, je ne connaissais rien du tout, en fait, jusque-là. Donc, en fait, bon, il est né à Moinești. Ensuite, il part à Bucarest très jeune, à 14 ans, pour travailler et poursuivre ses études. Et donc, après, il a obtenu un diplôme à l'Académie du commerce. Donc, ensuite, il a été déporté en Transnistrie, comme on dit, en 1941. Et donc là, il a écrit d'autres livres. C'est pas que celui-ci sur sa ville natale. Donc, il y a d'autres livres qui sont écrits par Shapira, mais ils sont écrits, je crois, attention, je ne suis pas du tout historienne, je crois qu'ils sont écrits en hébreu, en fait, si je ne m'abuse pas. Voilà, donc après, il immigre en Israël. Donc là, bien entendu, aujourd'hui, il est décédé. Il a eu un fils. Et après, avec une belle-fille et deux petits-fils. Donc, moi, je suis née à Moïnești, voilà, où j'ai vécu, ben, y compris le lycée. Ensuite, je suis partie à Bucarest, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur. Et c'est juste après, donc en fait, c'était la chute du communisme. Donc, en fait, j'ai eu une bourse de France Télécom pour arriver à Paris. Donc, faire court, donc en réalité, je suis arrivée depuis. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années chez des opérateurs de téléphonie mobile et ensuite, depuis presque 20, non, j'ai dépassé 20 ans, je suis dans l'enseignement supérieur dans les grandes écoles comme professeur. Et donc après, bon, je fais aussi du bénévolat. Donc là, j'ai fait depuis assez longtemps avec la Roumanie, avec ma ville natale. Donc, j'ai fait pas mal en fait, de projets avec la bibliothèque, avec l'hôpital local, et ainsi de suite.
Et c'était une activité, bon, c'est une activité courante, en fait. Bon, c'était comme ça, en fait, sans avoir des a priori antérieurs. Donc, voir où se situe, pardon, je suis un peu fatiguée. Donc, la ville de Moyen-Neige. Donc, vous voyez ici le point noir, là, ce que j'ai marqué Moyen-Neige. Et après, ce que j'ai mis avec des cadres rouges, ce sont les aéroports, en fait. Comment est-ce qu'on peut arriver? Donc, il y a Bucarest au sud. Après, il y a Chi. Claire, tu parlais de Yachi. Après, il y a Bacău qui est le centre, comment je peux dire, c'est la ville du département de Bacău, ça s'appelle comme ça, où se trouve la ville de Moinești. Donc, vous voyez les Carpates, hein, c'est un peu vert foncé. Donc, entre les Carpates et la frontière roumaine de la Roumanie, on appelle ça la Moldavie roumaine. C'est pas le pays Moldavie. Le pays Moldavie, vous l'avez à droite de la frontière roumaine. Et quelque part avant la guerre, donc en fait, ça faisait partie de la Moldavie roumaine parce qu'en fait, c'est la même langue que ça parle en Moldavie, le pays Moldavie. Bien entendu, dans le pays Moldavie, il y a aussi la langue russe parce que ça appartenait à l'URSS. Donc ensuite, quelques photos de la ville, mais c'est mes photos à moi. Donc voilà, ça c'est ma photo. Donc là, j'ai fait exprès pour montrer cette photo pour la simple raison que cette sonde, elle fonctionne toujours. À titre personnel, je ne sais pas si c'est encore du pétrole qui sort d'ici. Parce qu'aujourd'hui, je dis comme ça, en fait, on n'exploite plus le pétrole, en fait, y compris le siège qui était dans la ville, parce que la ville a un vieux, euh, comment je peux dire, en fait, il y avait du pétrole, en fait, ils ont découvert du pétrole depuis très, très longtemps. Je crois que les premières écritures dans le sens historique, c'est depuis 1400 qu'il y avait du pétrole. Et d'ailleurs, les Juifs, quand ils sont arrivés de la Galicie, donc de la Pologne, dans cette région de Moineige, sont venus grâce ou à cause du pétrole. Donc, dans le livre, il y a quelque chose d'assez sympa. Donc, en fait, c'est vraiment des épisodes de vie donc, où les gens cherchaient de l'eau. Donc, en fait, ils foraient un peu pour trouver de l'eau, mais ils trouvaient du pétrole. Donc, bon, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation, en fait, à ma connaissance. Donc, parce qu'en fait, bon, le siège, le bâtiment du siège, aujourd'hui, il est vraiment vide, en fait. Voilà. Donc là, c'est une image, parce qu'en fait, c'est des collines, c'est vraiment au démarrage des Carpates, en fait, si vous voulez. Donc, en fait, voilà, donc c'est deux collines. Parce qu'en face, vraiment, c'est le centre, ça, c'est la partie centrale de la ville. Voilà. Donc, le plan pour ce soir, encore une fois, je me concentre vraiment sur le livre. Pourquoi? Parce que, je répète, je ne suis pas du tout historienne, donc il y a plein d'autres... En fait, à la limite, je ne crois pas qu'il y en a tant que ça. Mais cela dit, je crois qu'il y a quand même encore des écrits dans le sens de l'histoire de la région, en fait. Mais bon, là, je n'ai pas analysé ça. Donc, si vous avez des questions de l'histoire, si je sais répondre, je réponds. Après, globalement, je ne saurais pas répondre. Donc, au début, l'histoire de la traduction de ce livre, en fait, parce que pour moi, je l'ai fait parce que c'était l'histoire qui m'a vraiment plu, en fait, derrière. Donc, ensuite, sur le contenu du livre, donc, en fait, là, c'est vraiment Solomon Shapira qui découpe en trois. Donc, la vie dans la communauté, le mouvement sioniste, les années difficiles. Et après, ce que moi j'ai fait, donc c'était un livre en réalité qui était très vieux, en fait, voilà. Donc il existait, et donc en fait, il y a eu des personnes qui se sont manifestées en disant, mais il y a quelques erreurs dans le livre. On a aussi, nous, des choses à dire, d'apporter en complément dans le livre initial. Et donc en réalité, on a ajouté dans ce livre qu'on a édité, on a ajouté des annexes et ces annexes-là sont... Donc, il y a une annexe qui a été écrite, bon, avec moi, c'est Andrea Bernard. Je ne sais pas si parmi vous connaissent ou ont connu la radio libre, on appelait ça la radio l'Europe libre, qui était à Munich. Parce qu'en fait, moi j'ai vécu dans le communisme, en fait. Donc, il y avait ce poste de radio à Munich donc, qui parlait d'une manière libre, si je peux dire comme ça. Et donc, en fait, c'est la mère d'Andrea qui avait travaillé pour cette radio. Donc, Andrea aujourd'hui vit et travaille en Californie. Donc, ensuite, il y a une autre annexe qui a été écrite par Michael Cohn. Donc, vous allez voir, donc, il a dans ses ancêtres de Moyen-Âge, c'est plutôt des industriels. Donc là, c'est lui qui a fait sa généalogie, en fait. Il a fait vraiment ses recherches. Donc, on a mis tout dans ce livre-là édité. Après, on a aussi mis la personne par qui tout est arrivé. Donc, j'arrive juste après.
qui s'appelle Muraille Moynester. Donc, c'est le seul nom de famille qui existe aujourd'hui, qui a le nom de la ville, en fait, si je peux dire comme ça. Donc, lui, il est professeur émérite. Donc, il était professeur de physique, je crois qu'à Columbia, en fait, si je me rappelle bien. Donc, aux États-Unis. Donc, il est né aux États-Unis. Donc, pareil, on a mis une partie de ses recherches personnelles en biographie. Donc, par rapport à la ville de Moyen-Neige, par rapport à tout ce qui s'est passé. Ben, depuis le départ des Juifs de Moyen-Âge d'ailleurs. Quand je dis ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je dis ailleurs. Donc après, dans le livre lui-même, il y a, je ne sais plus combien en fait, une vingtaine de personnalités du passé en fait, parce qu'en fait la ville a donné beaucoup de grandes personnalités qui ont fait par la suite dans leur vie des grandes choses, si je peux dire comme ça. Donc après, quelques mots d'une fondation qu'on a créée. Donc moi, ma sœur, plus deux frères dont le père était responsable de la communauté juive de Moïnești. Parce qu'à la fin, aujourd'hui, il y a plus personne, il n'y a plus de juifs à Moïnești. Donc en fait, je dis le dernier, et en plus qui était président pendant je ne sais plus combien d'années, c'était mon père. Après, avant mon père, c'était quelqu'un d'autre. Voilà. Donc en fait, ces familles-là, donc, on était cadre parce que quand il est décédé depuis, on a créé depuis 2012 cette fondation. Donc, l'histoire de la traduction est la suivante, en fait. Donc, il y a voilà, cette couverture de livre. En fait, c'était la première version du livre qui existait. Donc, en fait, c'était marqué, voilà, Jérusalem, bon, en roumain 1989, et c'est tout. Donc, on ne savait rien du tout. Et sachant que dans la ville, donc, il y a eu pas mal de personnes qui demandaient ce livre-là en disant, mais je cherche ce livre, je cherche ce livre, mais il n'y était plus. Donc, en fait, l'histoire a duré 12 ou 13 ans parce qu'en fait, il y avait plein de gens comme ça, un peu partout dans le monde, qui voulaient ce livre, qui cherchaient ce livre et on ne savait pas ni pourquoi, ni qui était l'éditeur, rien du tout, en fait, sachant que Solomon Shapira, il était décédé. Donc, après, pour arriver à la fin, au bout de 13 ans, donc c'est Mouraï, en fait, qui a trouvé, donc, qui a cherché, je ne sais même pas ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc, en réalité, il a trouvé que le livre a été édité à Jérusalem par une association. Ensuite, il a été édité en 100 exemplaires. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas tant que ça, hein. Donc, les gens cherchent, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, après, on a eu, en fait, c'est Mouraï, en fait, voilà, qui a trouvé la belle-fille de Solomon Shapira. Donc, vous la voyez en deuxième photo. Et donc, après, en fait, ils ont essayé de traduire avec Google Translate. Avec ChatGPT n'était pas encore là, en fait. Voilà. Mais ça n'allait pas, en fait, parce que bon, ça ne se comprenait pas. Mais moi, en gros, j'étais en copie de certains mails. Il disait, mais je ne comprends rien. Donc, il m'envoie un jour, en fait, deux pages scannées avec un essai de traduction. Mais c'est vrai qu'on ne comprenait rien. Donc après, j'ai compris ce que c'était. Donc déjà, les pages scannées, quand vous les mettez en Google Translate, vous imaginez bien qu'en fait, il y a des caractères bizarres, donc ça ne se traduit pas. Dans la langue roumaine, il y a des accents, en fait, comme en français, donc, mais pareil, ça ne se traduit pas. Après, c'était une langue, si je peux dire, un peu vieille, pas trop vieille, hein. Mais pour moi, même pour moi, c'était un peu vieux, en fait, voilà. Plus des mots, des régionalismes, plus des mots, parfois, je ne comprenais pas, en fait, parce que je suppose, y compris aujourd'hui, je suppose que c'est un yiddish, une langue que je ne connais pas en fait. Et donc tout ça dans l'ensemble, j'ai fait une petite analyse là-dessus, j'envoie à Mouraï, mais en disant, mais voilà pourquoi c'est pas possible avec Google Translate. Et donc il revient quelques mois après vers moi, il me dit, mais c'est que toi qui peux faire quand même un travail de traduction, qui peut quand même, on arrive à comprendre des choses. Et j'ai dit OK, en fait, j'ai dit OK sur le fait qu'il me dit vraiment que j'étais la seule personne à pouvoir faire ça. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que je connais les mots locaux, bon, la langue roumaine, d'accord, mais les mots locaux, en fait, après des traditions locales, voilà. Donc, en fait, c'était cette histoire en disant, mais voilà, il y a que moi, en gros, que je puisse faire ce travail-là. Donc, il m'a incité de faire. Donc, en fait, ce que j'ai fait au début, et j'ai commencé à réécrire en roumain, en fait. Donc, la première version, je l'ai sortie en roumain, pour dire. Après, bon, je me suis dit, allez, je fais en français, c'est plus facile pour moi. Mais en parallèle, on est parti sur l'anglais. Donc là, aujourd'hui, parce que j'ai attaché ici la dernière photo sur cette slide, c'est Mouraï qui est allé à Yad Vashem pour donner un livre. Bon, pour les deux, voilà, c'est la version en anglais, parce que bon, ils lisent l'anglais. Donc voilà cette histoire. Donc ensuite, on rentre dans la partie livre à livre. Donc la vie dans la communauté.
Avant que je passe quelques slides, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout un roman, en fait. D'accord? Donc ensuite, il y a une bibliographie qui est très fournie. Donc c'est quelqu'un qui a voulu donner, par rapport à ses études bibliographiques, une image de la ville de Moynège qui était à peu près dans la période 1850. Je dis à peu près jusqu'à 1950, parce que ça dépasse la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à titre personnel, quand j'ai commencé à faire ça, moi, je n'avais pas lu le livre parce que je suis partie quand même très jeune de chez mes parents. Oui, je sais qu'il était à la maison, mais je crois pas en fait. En lisant là, je me suis dit non, non, j'ai jamais lu ce livre. Parce que ça m'a profondément choquée en fait, pour vous dire. D'ailleurs, allez, les deux, trois parties, à part les gens célèbres, voilà, mais le reste, ça m'avait profondément choqué parce que je ne connaissais pas. Je savais que la ville était quand même un centre du pétrole qui était vraiment très reconnu. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'innovations dans le domaine du pétrole qui provenaient en fait, de la région de Moyen-Âge. En fait. Ça, je le savais. Certes que je savais qu'il y a eu des Juifs, certes que je savais que, je ne sais plus à partir de quelle année, parce que j'étais née en fait donc Ceausescu vendait des juifs roumains à Israël, en fait. Donc il y a eu des vagues d'immigration parce que l'État d'Israël donnait de l'argent à la Roumanie. Donc parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui passaient par chez mes parents pour dire au revoir. Bon, je ne comprenais pas trop, mais bon, je comprenais quand même étant un peu plus grande. Donc ça, je l'ai vécu. Mais par contre, ce qui était dans ce livre-là, je n'avais jamais entendu parler. Et donc je me suis dit, en fait, j'étais vraiment sous le choc. Et là, bon, je ne vais pas parler de tous les détails parce qu'il y a beaucoup de détails dans le livre. Et donc après, je me suis posé la question pourquoi. Et le pourquoi, je l'ai trouvé assez vite. Bon, j'ai parlé avec des gens parce qu'en fait, on vivait dans le communisme. Donc déjà, à l'école, on apprenait une histoire, l'histoire qu'on avait, je veux dire. Et après, pareil, hein, ça ne parlait pas. Donc, c'est hors sujet. Si on a le temps, je peux vous répondre à des questions. Comment est-ce que nous, on a vécu, parce qu'on était juifs, comment est-ce qu'on a vécu même ma jeunesse? Parce que à partir d'un certain âge, des enfants en bas, en jouant, on nous jetait des pierres quoi, derrière. Et on ne sortait plus parce qu'on était juifs, sales juifs en fait. Donc, ça a été, oui, ça a été la jeunesse, c'était comme ça, quoi. Donc, du coup, les parents ne parlaient jamais de rien en fait. Parce que, ce qui était tout à fait normal, ils avaient peur que nous, on parle dehors parce qu'on était enfants. Donc voilà, donc en fait, j'ai compris pourquoi je ne savais pas. Donc là, c'est juste quelques copies du livre, en fait, voilà, pour dire, faire quelques petits flashs, parce que vraiment, le livre, il est assez dense en information. Bon, là, la ville a été fondée en 1781. Donc ensuite, comme je disais tout à l'heure, donc en fait, les Juifs sont arrivés de la Galicie grâce ou à cause du pétrole. Parce que ces gens-là, donc en Pologne, donc ils étaient plus ou moins spécialistes, donc ils avaient de l'expérience dans l'exploitation et le traitement du pétrole. Donc là, à droite, il y a un recensement en fait, qui a été fait des Juifs. Donc voilà, donc en 1899, il y avait presque 50% de la population. Cela dit, c'était petit à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais plus dire la ville de Moyen-Âge, peut-être possible, elle a 20 000 habitants à peu près. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je crois qu'on était arrivé à 25 000. Parce que comme il n'y a pas beaucoup d'activités, ben, les gens ne s'installent pas trop. Voilà, donc pour avoir une idée, ce n'est pas une petite ville, bon, c'est une ville moyenne. Mais à l'échelle de la Roumanie, ça reste une ville moyenne assez grande. En fait, elle n'est pas très petite. Donc après, ici dans le livre, ils disent, mais pourquoi la population juive a diminué? Parce qu'en fait, déjà, il y avait de l'antisémitisme depuis le début. Ce n'était pas juste après la guerre. Après moi, dans ma tête, c'était dans le sens, voilà, après la Deuxième Guerre, on comprend, d'accord, mais non, pas du tout. Ça a été depuis toujours, si je peux dire ça comme ça. Donc après, il y a tout un phénomène. Ce qui s'est passé là, c'est en Roumanie partout. Donc en fait, il y avait ce qu'on appelle, tu es citoyen roumain et de nationalité, parce que tu vis en Roumanie, mais de nationalité juive, de nationalité roumaine et ainsi de suite. Y compris quand j'étais jeune, c'était les deux aspects. En France, il y a juste une chose, tu es en France, tu es français, en gros, c'est tout. En Roumanie, c'était différent. Donc après, il y a eu un phénomène, je ne sais plus quand, pardon, parce que je ne suis pas historienne, parce que les Juifs, vraiment, ils étaient complètement séparés, en fait, dans ce sens-là. Donc, ils n'avaient pas les mêmes droits, mais pas du tout comme les Roumains, à la limite, je dis chrétiens orthodoxes. Et donc, plutôt après la Deuxième Guerre, il y a eu un phénomène de romanisation des Juifs. Donc, il y avait pas mal de gens qui changeaient leur nom avec les noms roumains
à avoir des papiers pour avoir les mêmes droits, si vous voulez, en fait, quelque chose comme ça. Donc, en fait, tout ça, ben, à 1800 et quelques, ben, en fait, c'était hyper compliqué parce que c'était pas tout à fait pour dire, voilà, vous devrez changer vos noms, prénoms et tout. Donc, en fait, voilà. Donc, en gros, c'était quand même assez difficile. Donc, après, par contre, voilà, donc, ce qui est marqué aussi dans le livre, c'est qu'en fait, il y a eu quand même en fait, les Juifs de la ville, ils étaient organisés. Donc après, il y a eu, d'une manière administrative, une communauté fondée en 1885, mais même avant, en fait, eux, ils s'entraidaient entre eux, en fait, tout, en fait. Donc là, il y a vraiment beaucoup de détails dans le livre. Donc, bien entendu, tout ce qui était la culture juive était transmise beaucoup dans les familles et dans les écoles, dans les synagogues. Il y a eu 5 synagogues. Je ne sais pas si un historien parmi vous, on arrive, y compris aujourd'hui, à savoir exactement des références de ces 5 synagogues, parce que là, on a cherché, on ne trouve pas vraiment des éléments concrets. Voilà, au niveau des écoles, de l'école, parce que ce bâtiment, il existe toujours, voilà, c'est vraiment ma photo faite il y a, je ne sais pas quand, mais c'est pareil, voilà, ça ne change pas. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, y compris aujourd'hui, l'école israélite, sachant qu'aujourd'hui, c'est le tribunal, en fait, c'est un tribunal, mais moi je mets mon joker à l'instant T, parce que ça fait 2 ans que je ne suis pas allée, je crois qu'ils voulaient changer le tribunal de ce bâtiment pour le mettre ailleurs, en fait. Mais franchement, je ne sais pas, j'ai oublié de poser la question. Donc, au niveau des écoles, donc en fait là, c'est sur la partie de l'école juive, en fait, voilà, donc on enseignait la moitié du temps en roumain et la moitié en hébreu. Donc, il n'y avait pas des écoles, de lycée, il n'y en avait pas, par exemple. Donc, en fait, là, au niveau de l'école juive, donc, en fait, les gens faisaient l'école primaire. Et ensuite, à partir de, je ne sais plus quelle année, donc, en fait, l'école, on appelait ça 7 classes, les 7 premières années. Donc, en fait, en gros, c'est l'école primaire et le collège, c'était obligatoire. Et donc, en fait, les juifs partaient dans des écoles roumaines publiques. Et donc, après, voilà, donc, il y avait des écoles mixtes pour faire ça. Et donc ensuite pour le lycée, donc il fallait partir. À l'époque, en 1800 et quelques, il fallait partir soit à Bacău, soit à Târgovna ou ailleurs. Donc après, ça dépendait de, je veux dire, des finances de chacun pour partir même à Bucarest ou à l'étranger. À l'époque, on pouvait partir à l'étranger pour faire des études. Ça n'a pas été le cas après. Donc là, bon, il y a quand même beaucoup d'informations, si je peux dire, dans le livre. Voilà, donc là, on a copié juste une page avec une maîtresse, voilà, donc avec les élèves, avec pas plus que ça. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés, donc si vous voulez en fait, regarder, si ça vous intéresse, de chercher vos noms. Je n'ai pas du tout changé les noms d'origine du livre initial. Par exemple, y compris Shapira, je l'ai laissé avec le S, avec Cédille, parce qu'il s'écrit comme ça en roumain. Je n'ai pas du tout changé ça. Parce qu'en fait, dans les écritures, on peut avoir de tout. On peut avoir, si je donne le nom de Shapira, c'est H, SH, Shapira, ainsi de suite. Donc là, dans le livre, je n'ai pas du tout changé. J'ai pris exactement ce qui était dans le livre initial. Voilà. Donc après, parce que c'est assez compliqué chaque fois. Donc on a un nom qui a subi plusieurs modifications dans le temps. Voilà. Donc après, est-ce que c'est la même famille? C'est pas la même famille. Donc moi, j'utilise, bon, ça c'est à titre perso, le site genie.com. Je me suis retrouvée avec des gens au Canada. Je n'avais pas compris en fait pourquoi ils sont arrivés au Canada. J'ai tout compris grâce à ce livre, parce qu'en fait, l'immigration ben, a été pas que après la Deuxième Guerre mondiale que ce que j'avais moi en tête, en fait, franchement, mais ça a été bien avant, en fait. Voilà. Donc, au niveau des synagogues, bon, il y en a eu a priori 5 synagogues, donc 3 vraiment dans le centre-ville. Après, il y en a une, parce que si vous voulez, la ville, il y a un genre de plateau. Après, ça descend vers, on s'éloigne des Carpates et après, ça monte vers les Carpates. Donc, en fait, il y en avait 3 au milieu, en fait, au centre, après, une en bas et une en haut. Et donc après, là, dans le livre, Shapira, vraiment, il décrit tout, en fait, vraiment ce qui se passait à l'époque, en fait, tous les rites, y compris pour décrire, par exemple, comment est-ce qu'on enterrait, en fait, les morts. Donc, vraiment, il y a beaucoup de détails. Donc là, bon, je ne vais pas lire là tout de suite, là, comme ça. Donc, il y avait aussi des fêtes, donc il y avait aussi des marchés,
Et d'ailleurs, Georges Enesco, vous avez entendu parler, il avait une maison, en fait, il y a toujours une maison qui est pas loin de la ville, en fait. Style 10 kilomètres en voiture, c'est un quart d'heure. Donc, en fait, il y a un paragraphe dans le livre où Georges Enesco, il venait dans le marché à Moïneige. Ensuite, les rabbins. Ben, les rabbins, c'est pareil, il y en a eu beaucoup. Par contre, moi, ça fait à la limite, je dis à titre personnel, donc en fait, parce que je l'ai vécu cette période-là, c'était Moses Rosen qui a été, je dis, le dernier rabbin dans le sens communiste, en fait. Pendant le communisme, c'était lui le grand rabbin. Pendant très très longtemps en fait. Donc après, j'ai plus les années en tête. Et donc, en fait, lui, il est né à Moyen-Neige. Et bien entendu, son père était né à Moyen-Neige, donc il était rabbin à Moyen-Neige, en fait, voilà. Donc, au niveau de la vie culturelle, c'est pareil, ça a été hyper riche, c'était hyper riche. Donc, en fait, c'est les Juifs qui ont créé des bibliothèques, parce que les Roumains, quand je dis les Roumains dans le sens chrétien, donc il n'y avait pas de bibliothèque roumaine, donc en fait, c'était les Juifs qui avaient créé les bibliothèques. Donc, après, dans le livre, il y en a, bon, il y a beaucoup d'écrivains, en fait. Je ne sais pas pourquoi, en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'écrivains qui sont nés à Moyen-Âge. Après, je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai aucune explication à ça, mais des écrivains dans le sens très connu dans le pays, en Roumanie, en fait. Voilà. Et donc, il y a, bon, parfois des poésies dans le livre qui sont marquées. Donc, bon, là, pareil, en fait, c'est un peu des détails, hein. Le cimetière juif. Dans le livre, déjà, il décrit comment il a été, en fait, ce qu'il était à cette époque-là, parce qu'il écrit dans cette période, comme je vous disais, 1850-1950. Donc là, aujourd'hui, si je dis là, c'est une photo d'aujourd'hui. Donc avec la Fondation Léolam qu'on a créée, la plus grande activité, si on peut dire ça comme ça, en fait, constitue le cimetière, en fait. Parce qu'on l'entretient, vous voyez ici déjà, je crois que là, ça doit être vers, pas tout à fait l'hiver, parce qu'en fait, c'est vraiment la pelouse, il y a de l'herbe qui pousse, en fait, c'est gigantesque, parce qu'il y a une végétation là-bas. Donc, on essaie de l'entretenir, au moins de couper l'herbe, sachant qu'il est vraiment très, très grand. Fait très joli, hein, d'ailleurs, voilà. Donc, là, ce que Shapir a dit, donc le cimetière, il est vieux de près de 180 ans, donc je crois que j'avais la date, je ne l'ai pas notée. Quand on a trouvé, parce qu'en fait, on a trouvé la plus vieille pierre, je crois que c'était de 1740 de tête. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces pierres-là, donc c'est marqué en hébreu ou en vieux hébreu, en fait, je ne sais pas comment l'appeler. Donc même les gens qui viennent d'Israël, ils n'arrivent pas à tout lire, en fait. Plus, parce qu'il y a beaucoup de pierres qui sont, parce que ça se voit, en fait, sont couvertes par la terre, en fait. Voilà. Donc là, aujourd'hui, mais ça c'est au niveau de la fondation, ce qu'on a fait, on a fait une liste, on a une liste de toutes les pierres tombales avec des lettres latines. Parce que en fait, c'est mon père qui avait écrit. Donc après, bon, nous, on l'a mis en informatique. Donc si quelqu'un veut, on peut trouver, en fait, par rapport à ce qu'on a. Parce que tout ce qui était avec des lettres hébraïques, en fait, on ne sait pas lire, en fait. Voilà. Ensuite, dans le livre, il y a une deuxième partie, le mouvement sioniste. Donc, à titre personnel, je savais qu'il y a eu des personnes de Moyen-Âge qui ont créé deux colonies en Israël en 1882. Donc, Rosh Pina et Zikron Yaakov. Ça, je le savais. Par contre, je ne savais pas du tout que c'était vraiment un point super important de l'Aliyah à cette période-là en Roumanie. Ça, je ne savais pas à ce point-là, en fait. Donc, un peu dans l'histoire, donc voilà, à la fin vraiment de 1880-82, c'est vraiment fin décembre, il y a eu une conférence à Focșani. Focșani, c'est un peu plus au sud de Moïnești, mais c'est au nord de Bucarest, qui a été une première au monde à l'époque. Une conférence, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que les gens, les Juifs, s'organisent pour partir en Israël. Et donc, suite à cette conférence, il y a eu deux choses. En fait, il y a eu un groupe qui est parti donc en 1882, donc via un navire qui s'appelait Tétis. Donc là, sur ce navire-là, donc en fait, Shapira donne des détails, hein, vraiment c'est très détaillé, avec beaucoup de noms, beaucoup de, combien de groupes, en fait, d'où ils venaient,
Donc là, bon, il y a eu aussi des personnes qui venaient de Moyen-Âge. Donc pour faire court, ils sont arrivés à Haïfa. Donc là, ensuite, ben bon, ils sont partis. Donc en réalité, ces gens-là, ils avaient demandé de l'argent à personne. Ils ont vendu ce qu'ils avaient à Moyen-Âge. Et après, ils sont partis pour acheter des terres, en fait, là-bas. Donc, pour faire court, ils ont créé, voilà, Rosh Pina et Zikrov Yaakov. Ensuite, après cette conférence de Fokchan, il y a eu en Roumanie quelque chose, ils ont appelé ça comité central pour faciliter l'émigration des Israélites de Roumanie, donc vers Israël. Euh, et donc, en fait, ce comité, il était à Galate. Galate, c'est une ville qui est au sud de la Moldavie roumaine, au bord du Danube, en fait. Donc là, on peut partir du Danube, on arrive à la mer Noire. Parce que c'est important derrière la géographie. Parce que, par exemple, après, pour partir, en fait, je veux dire, vers les terres, ben, ça partait en bateau. Et ce qui est aussi très important, c'est l'histoire. Parce qu'à l'époque, tout cela, toute cette partie-là faisait partie de l'Empire ottoman. Donc, dans le livre, il y a quelque chose d'assez. En fait, moi j'ai bien rigolé. Parce qu'il y a quelqu'un voilà, de Moyen-Âge qui dit, qui fait la demande à ce comité central, ben, je veux partir. Mais en fait, le comité central lui dit, mais en gros, comme ça fait partie de l'Empire ottoman, on te donne le droit de partir, entre guillemets, juste à côté, sur le territoire roumain, en fait. Voilà, pour avoir une idée. Au lieu de partir en Israël, ben, on lui a donné le droit de rester sur le territoire roumain d'aujourd'hui, parce qu'en fait, quelque part, tout ça, c'était l'Empire ottoman. En fait. Parce qu'on ne les laissait pas, en fait, à partir. Après ce que j'ai compris, attention, je répète, je ne suis pas historienne. Voilà. Donc après, il y a eu ces mouvements Moyen-Âge. En fait, c'est là que moi, je ne savais pas que ça a été très, très important, en fait. Donc pour ceux voilà, qui voulaient partir, parce qu'en réalité, ce qui se faisait, hein, donc en fait, tout le monde priait en gros l'année prochaine à Jérusalem. Donc tout le monde partait, tout le monde voulait partir. Voilà. Ah, pardon. Donc là, bon, j'ai mis cette photo à droite, donc c'est marqué en roumain. Donc en fait, c'est des personnes qui proviennent du Moyen-Âge, qui font partie de ce comité central ben, qui organisait les départs. En fait, c'est juste ça. Bon, après, il y a des noms, hein, il y a des noms qui sont donnés. Ensuite, la société de colonisation du Moyen-Âge. Cette fois-ci, on est en Israël. Bon, je dis Israël, c'est sur le territoire là-bas. Donc, l'idée, c'est que, pareil, c'était une organisation. Comment est-ce qu'on achète des terres? Qui achète des terres? Qui amène des... En fait, parce qu'il fallait travailler. Ils ont trouvé quand même des terres pas faciles à cultiver parce que eux, à la base, ils sont partis de Roumanie, de Moyen-Âge, où, franchement, en Moyen-Âge, c'est une zone... bon, vous avez vu un peu les montagnes et tout, mais c'est des zones aussi agricoles qui sont très, très bien. Donc, ils arrivent, donc ils trouvent de la pierre, en fait, qui était très difficile, en réalité, de travailler. Et donc, il y en a beaucoup qui sont partis. Tout le monde n'est pas resté en fait, derrière pour faire court. Donc, après, bien entendu, donc, il y a tout, en fait, les démarches, en fait, tout ce qui se passe par la suite, c'est aussi dans le sens historique, parce qu'au début, au début de la période, de cette période-là, c'était l'Empire ottoman, mais par contre, après la guerre de 1877, la Roumanie devient indépendante par rapport à l'Empire ottoman. En fait. Donc, après, bon, tout change quoi, derrière. Là, c'est une image, en fait, c'est vraiment des photos du livre. En fait, c'est pas des photos prises ailleurs, vraiment, c'est des copier-coller. En fait, c'est des photos, en fait, faites sur le livre original que j'ai montré là. Donc là, voilà, c'est ce navire Tétis, donc le premier, donc après cette conférence de Fokchan, où il y a eu des groupes et aussi des groupes de Moyen-Âge qui sont arrivés à Haïfa. Donc voilà, donc c'est une image qui est donnée comme ça. Et chaque fois, donc là, ce que vous avez à gauche, en fait, c'est vraiment ça provient du livre. En fait, c'est vraiment des noms, beaucoup de noms, en fait, qui sont là, encore une fois. Bon, ensuite, il y a quelques, là, c'est juste quelques mots-clés, en fait, pour vous dire, parce qu'on ne peut pas rentrer vraiment, il y a trop de détails, en fait. Donc après, dans le sens de l'histoire, il faut savoir que la Roumanie était pro-nazie, donc jusqu'à la fin de la guerre en 1944, en fait. Donc jusque-là, la Roumanie était pro-Allemagne, en fait, c'était avec l'Allemagne. Donc après, donc en fait, il y a eu les Russes qui sont arrivés, en gros, donc les Roumains se sont dit, allez, on va s'associer avec les Russes pour la fin de la guerre. Et donc tout cela, ça donne quelque part, euh, entre guillemets, des problèmes pour la population juive, en fait. Que ce soit à Moyen-Âge, que ce soit ailleurs.
Et donc là, il y a quelques mots-clés. Alia clandestine, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'en fait, donc les Juifs, OK, ils décidaient de partir. Mais il faut savoir qu'on ne les laissait pas, en fait, d'arriver en Israël, en fait. Donc après, ils partaient via la Hongrie, via l'Allemagne, via l'Italie. Donc ils arrivaient en Italie. Il y a eu des départs du port de Gênes, par exemple, en bateau. Donc pour partir. Donc tout cela, ben, ça restait ce qu'on appelle l'alien clandestine. Ensuite, il y a eu les communistes, parce qu'en fait, c'est bien de dire, OK, c'est bien sympa tout ça, mais il y a eu en plus les communistes. Moi, j'en ai vécu quand même depuis ma naissance jusqu'à la fin du communisme. Pendant 22 ans, ben, j'ai vécu dans le communisme, pour dire. Donc, c'est trop compliqué à expliquer ce que ça veut dire le communisme si on n'a pas vécu. Parce qu'on n'imagine pas, en réalité, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment pas possible. Et sachant que dans la ville de Moïneige, étant très jeune, étant enfant, je me rendais pas compte. En fait, on se rendait pas trop compte parce qu'il n'y avait pas de chômage, tout le monde travaillait. Il y avait par contre les magasins qui étaient vides dans cette partie communiste. Et après, c'était cette histoire où Israël vendait, en fait, payait l'État roumain, en fait, Ceausescu, pour que les Juifs partent en Israël. Nous, on voyait ça dans le sens positif du terme. En fait, bon, c'était très bien. Mais en fait, pour moi, le communisme, une partie du communisme, c'était ça. Mais le reste, on ne peut pas imaginer ce que c'était. Parce qu'il y avait des choses positives, ça dépendait aussi de l'époque dans laquelle on était. Même dans la même ville, quelqu'un qui a 10 ans de plus que moi n'a pas du tout vécu comme moi, par exemple. Ensuite, il y a eu autre chose, l'immigration à pied. Donc, en fait, c'était là, par contre, c'est beaucoup plus. En fait, j'avais déjà entendu parler un peu. Donc, je crois qu'en France, il y a quand même des livres là-dessus, parce qu'en fait, il s'appelait le mouvement des marcheurs. Donc, il était, c'est venu d'où en fait? Parce que, OK, les gens voulaient partir, mais par contre, ben, il fallait avoir des moyens pour pouvoir partir. Comment est-ce que tu te déplaces, des trains et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a eu un jeune qui dit, ben, on va partir à pied, en résumé. Donc, il y a eu des gens qui étaient pauvres plutôt, donc, qui sont partis à pied. Donc, en fait, il y a tout un mouvement des marcheurs à pied. Et donc là, j'ai attaché, j'ai mis la photo qui est là-bas. En fait, c'est un tableau qui s'appelle Le Migrant. Octave Băncilă, c'est un peintre qui est pareil très connu en Roumanie. Et après, il y en a beaucoup d'autres tableaux qui existent, faits par des peintres qui parlent de cette époque. Et après, dans le livre, on trouve des poésies. En fait, c'est vraiment très joliment écrit, mais dans le sens, parce que c'est un déchirement total, parce que les gens partaient, ils laissaient tout derrière. Bon, là, je reste toujours dans l'esprit du livre, en fait, vraiment dans la structure du livre. Donc, les années difficiles, la Deuxième Guerre mondiale et le communisme, mais vraiment au niveau de la ville, en fait, voilà. Donc là, pareil, il y a des noms, il y a plein de choses qui sont dans le livre. Donc là, ce que j'ai décidé pour ce soir, j'ai mis juste une petite partie, parce qu'en fait, les Juifs de Moyen-Âge ont été obligés d'évacuer et de partir à Bakau, Bakau étant la ville de préfecture. Donc, à peu près les 50 kilomètres. En voiture, on fait une heure. Donc, voilà, à pied, c'était quelques jours. Parce qu'ils sont partis, donc ils étaient obligés. Donc, ce qu'on a pu récupérer, donc on a un fichier, on a une liste de tous ceux, donc c'est par famille, comme vous voyez. Donc, voilà, si je prends la famille Avram, voilà, donc on a mis les familles, celles qui étaient obligées de partir à Bacau. Voilà. Donc là, c'est via notre association. Donc, et depuis, en fait, non, ce qui s'est passé après, donc ils sont partis à Bacau et c'est pareil. Donc, dans le livre, il y a quelques histoires qui sont données. Après, je me rappelle plutôt de moi, parce que j'ai eu mes grands-parents qui sont restés à Bacau. Donc, il y en a des, en fait, des gens qui sont restés à Bacau. D'autres, ils sont rentrés. Ils sont revenus à Moyen-Âge. Moi, mes grands-parents sont restés à Bacau. Et d'ailleurs, mon grand-père a été obligé en fait, de travailler dans un camp. Donc, il est décédé très vite. En fait, moi, je ne l'ai jamais connu. Il est décédé, mais après la guerre, parce qu'il a été obligé de travailler dans un camp de travail forcé. Donc, il est rentré, tant que je me rappelle de l'histoire familiale, mais il est décédé très vite. Par contre, j'ai eu ma grand-mère. Bon, après, elle est partie en Israël. Mais en fait, derrière, c'était quoi? C'était que ils étaient la plupart ceux qui restaient à Bacău. Après, ils partaient, enfin, ils ne restaient pas beaucoup à Bacău, ils partaient aussi à Bucarest par la suite et immigraient ailleurs, en fait. Pas forcément en Israël. C'est pour ça que d'ailleurs, on trouve
beaucoup ben, qui sont en France, beaucoup qui sont aux États-Unis, même dans l'Amérique du Sud, en fait, un peu partout d'ailleurs. Et donc, c'est grâce à la fondation qu'on a créée, c'est là qu'on s'est retrouvé avec des gens, et moi, je ne comprenais pas, en fait, quelque part. Moi, j'avais compris, OK, après la Deuxième Guerre, pour moi, c'était clair qu'il y a eu des immigrations. Mais par contre, avant, pourquoi? Parce que ben, c'était cet antisémitisme depuis très, très longtemps. Et donc, après, comme il y avait des gens qui travaillaient dans le pétrole, beaucoup sont descendus vers Bucarest. En fait, il y a une autre ville qui s'appelle Ploiești, où il y a plus de pétrole. Et même après l'arrivée des communistes, ben, c'est les communistes qui ont pris beaucoup des installations, quand je dis pétrole, en fait, dans le sens large du terme, mais après, ils étaient obligés vraiment de quitter. Donc, moi, j'ai une amie là à Gif-sur-Yvette où j'habite, dont les grands-parents ben, avaient des grandes installations pétrolières. Et au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, en fait. Parce que ben, ils ont tout pris, quoi. Et après, il y a eu aussi, mais ça, c'est en Roumanie, je ne sais plus dans quelle année, mais c'est plutôt dans le sens de la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ont nationalisé tout ce qui était installation pétrolière. Donc, en fait, ils ont tout pris des Juifs. Donc, quelques personnalités du passé. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Donc là, pareil, je reste dans le sens du livre. Donc là, j'ai mis un peu plus l'accent sur deux personnes. Comme je disais, donc en haut à droite, c'est le rabbin Moses Rosen que j'ai eu aussi en fait, pendant la période communiste, en fait, quand j'ai vécu. Donc, parce qu'il était vraiment très, très érudit. Donc, il a écrit beaucoup de livres. Vraiment, c'était quelqu'un, une personnalité. Et en plus de ça, il a tenu tête, si je peux dire, aux communistes, en fait. Après, c'est Tristan Tzara. Tristan Tzara qui est né à Moïneige, et après il est mort à Paris. Donc là, c'est des photos, mais en fait, voilà, c'est une photo au milieu, vraiment prise du livre. Donc, c'est le jeune là qui est à Moïneige, et après à droite, c'est son acte de naissance qu'on a eu dans les archives de Bacau. Voilà, donc après, moi, ben, parce qu'elle a été à l'école à Moïneige, moi, j'ai les originaux de cette école, en fait, comment on appelle ça, les notes, quoi, les bulletins de notes. Donc, en fait, je crois que pour lui, j'en ai trois. Voilà, donc il y a eu 3 années où il était élève là-bas. Donc, ce qu'il y a aussi dans le livre, il y a tout, mais pas dans le livre de Shapira, pas dans la partie Shapira. Là, c'est dans l'annexe, en fait. Parce qu'on a trouvé au fil du temps, donc en fait, c'est Mihail Larousse qui était connecté. J'espère qu'elle est toujours connectée parce que je ne vois pas qu'elle est là. Donc, en fait, c'est grâce à son travail de recherche. Donc, en réalité, on a mis dans les annexes du livre des listes entières, donc avec des métiers, donc ce que les gens faisaient. Donc, il y a des noms, voilà, tel, il était, je ne sais pas quoi, en fait, des choses comme ça, à des différentes époques. Bon, après, je dis des listes, mais c'est pas énorme non plus, mais il y a beaucoup, beaucoup de noms, beaucoup de métiers. Donc là, c'est une photo personnelle, parce qu'en fait, voilà, en 1982, Moses Rose est venu à Moyen-Âge pour visiter. Et donc là, dans cette photo, ben, il est au milieu, en fait, celui avec la barbe. La personne qui est à droite, c'était Engelberg. Donc en fait, c'était lui le président de la communauté juive de l'époque. Et mon père, il est juste entre les deux avec le béret parce que Marcel, il s'appelait Marcel, il a fait son alia. Donc à droite, le grand garçon, il vit toujours, il vit en Floride, donc c'est le garçon de Marcel. Il s'appelle Eddie Engelberg. Et à l'extrême gauche, à gauche, la dame qui est là, c'est la mère de Eddie, qui vit toujours en Israël. Donc après le reste, bon, je me rappelle de quelques-uns, mais par contre, ils sont tous décédés. Donc en fait, il n'y a que Eddie et sa mère, qui doit avoir 95 ans, qui vit à Ashdod. Donc, au niveau de la Fondation Léolam, et on va finir un peu avec ça. Donc là, c'est la page Facebook qu'on a. Donc ça, c'est juste une image. Donc elle s'appelle voilà, Léolam Moïneș Bacău. Bon, c'est la page, c'est une page Facebook. Ensuite, on a un site. Donc, si vous voulez, vous cherchez Léolam. En fait, j'ai mis en bleu en haut et sur Blogspot parce qu'en réalité, c'est un blog. Donc, on trouve là-dessus. En fait, c'est toujours le même nom, blogspot.com. Après, bon, là, c'est une plaquette, c'est plutôt voilà, des images un peu de la ville, du cimetière. Donc, des vieilles photos, c'est plutôt des vieilles photos. Mais quand Moses Rosen est arrivé à Moïneș, là, voilà, par hasard, on a fait ça comme ça. Et donc là, à la fin, juste pour vous dire que le livre, il est sur Amazon, donc soit en français, soit en roman, soit en anglais, comme vous voulez.
Et donc, moi, vous me trouvez soit sur Facebook, sur LinkedIn. Voilà, j'ai pas trop le temps d'ouvrir d'autres types de réseaux, même si je suis un peu sur Instagram, des choses comme ça. Voilà. Ben, merci beaucoup à tous. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Joséphine. Je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, les Juifs étaient exclus de la, ont été longtemps exclus de la citoyenneté roumaine, puisque c'est en 1866 qu'il y a pu avoir une citoyenneté, mais c'est une citoyenneté pour les chrétiens, chrétiens orthodoxes. Et c'est avec la pression des Alliés après la Première Guerre mondiale de mémoire en 1923 que les Juifs ont pu enfin accéder à la citoyenneté roumaine. Après avoir remercié Joséphine et vous avoir invité à lire ce livre, qui Et vraiment, merci à tous aussi. vraiment, ben, merci à tous. Merci à vous.